Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est ici même que ça se passe, vous le savez, sur Global Africa Télé-Sud. Les habitués connaissent très bien la maison. Alors l'entretien du jour avec un invité, là c'est la classe, vraiment. Celle qu'on voit dans tous les médias quasiment lorsque, évidemment, on aborde le sujet concernant particulièrement l'énergie. Et il s'agit là de Lova Rinel, chercheur, commissaire à la Commission de régulation de l'énergie. Tout à fait. C'est quand on dit ça, on a l'impression, vous savez, c'est l'espèce de truc secret où rien sort, tout se dit, c'est confidentiel. Bonjour Lova Rinel. Bonjour Adil. Comment ça va? Très bien. Heureux de vous accueillir ici, sur ce plateau. Merci de m'accueillir, je suis très heureuse d'être là. Dans l'entretien du jour. D'abord, ça veut dire quoi, Commission de régulation de l'énergie pour celles et ceux qui nous regardent? Alors, la Commission de régulation de l'énergie... Et quand on est commissaire, ça consiste en quoi? Alors, j'ai de la chance d'appartenir à ce qu'on appelle cette institution, dont vous venez de citer le nom, qui est en fait une autorité administrative indépendante. Elle est comme la CNIL ou l'ARCOM. On est en fait des autorités sur des thématiques particulières. Donc nous, c'est l'énergie. Et en gros, nous appliquons les politiques publiques. Donc nous n'avons pas il y a un budget de fonctionnement, mais il n'y a pas un budget propre, puisque nous appliquons les politiques publiques de l'État et nous veillons à ce qu'effectivement le consommateur soit préservé en fait des hausses d'énergie compte tenu des réalités qui ne vous a pas échappé compte tenu de... Donc vous êtes en quelque sorte on régule le marché. Voilà, et on régule le marché, mais on s'assure aussi moi particulièrement, je travaille sur aussi ce qu'on appelle les ZNI. C'est un terme un peu technique et barbare qui veut dire zone non interconnectée, qui désigne les Outre-mer et la Corse, puisqu'en fait dans notre monde technique, la Corse et les îles bretonnes font partie de nos ZNI. Donc moi j'ai cette particularité en tant que membre de collège d'avoir en charge ces territoires-là. Et donc cette institution est régie par un collège de commissaires. Comme moi, nous sommes 4, plus une présidence, donc qui est aujourd'hui incarnée par Emmanuelle Vargon, qui est la présidente de ce collège. Et si vous voulez, nous sommes entre la remontée de nos services de l'administration qui sont techniques, les interlocuteurs énergétiques, les grands EDF, Engie, parce qu'on fait aussi le gaz, on ne fait pas que l'électricité, mais on ne fait pas le pétrole, c'est important de le préciser, nous faisons tout ce qui intègre le réseau électrique français. Enfin, le réseau français, électrique et gaz. Et donc, si vous voulez, ça demande effectivement une interface fiable. Le rôle du commissaire, c'est délibérer. On fait beaucoup de droits, on fait beaucoup des analyses de coûts, c'est-à-dire s'assurer que le coût demandé pour la mise aux normes, ou plutôt la mise sur le marché d'une centrale, soit à des coûts acceptables puisqu'ils sont répercutés sur les consommateurs. Eh bien, on va en parler, Lova Rinel, justement, Madame la Commissaire, faut dire ça, paraît-il. Alors, on va parler du sujet, plus particulièrement, vous savez, ça concerne le continent africain. Oui. Le continent africain, vous le connaissez très bien, vous y êtes, donc vous êtes originaire, y compris de ce beau continent. On va parler de transition énergétique, on va parler de décarboner avec ce monde qui relève évidemment d'un défi. Vous êtes d'accord? Ça vous va? On va en parler. Alors, commençons justement. À l'heure où on parle beaucoup, vous savez quoi, de transition énergétique. Quelle est aujourd'hui, comment l'Afrique, d'accord, doit adopter ces modes de production non polluants, d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, ça relève d'un défi majeur pour l'Afrique, qui, elle, affiche, clairement, on l'a bien compris, on ne va pas le répéter de nouveau, elle affiche de grandes ambitions. Comment elle s'inscrit dans tout ça? Comment elle adopte les modes de production, justement, non polluants? Alors moi, je vais parler de ce continent. Ce qu'on fait assez rarement, c'est qu'on compare aux autres. On ne se compare pas assez aux autres. Et en fait, le continent africain, si on regarde ce qui se passe dans différentes régions du monde, l'Asie qui elle-même éclatée en plusieurs régions, et pareil sur l'Amérique, avec l'Amérique latine et autres, et même l'Europe, on se rend compte que pour la première fois, et moi j'insiste, de l'histoire de l'industrie, donc cette deuxième phase, là on est phase 2 de l'ère industrielle, le continent africain est au même niveau que l'Europe. Puisqu'on dit à tout le monde... Au même niveau que l'Europe? Oui, parce qu'en fait, on dit à tout le monde, stop. C'est-à-dire, attendez, je veux quand même qu'on s'arrête. Ça veut dire quoi, être au même niveau que l'Europe? C'est en fait, il y a important ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire qu'il y a la course, la victoire, c'est la décarbonation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'émettre le minimum de gaz à effet de serre pour notre planète. Ça, c'est l'enjeu. En gros, ça ne peut pas marcher si on n'est pas tous dans cette logique. Et pour que ça marche, en fait, en tout cas aujourd'hui, quand je dis que l'Afrique est au même niveau que l'Europe, c'est que la France doit faire des mutations énergétiques, tout comme le continent africain, tout comme le continent asiatique, tout comme le continent américain. Alors forcément, on ne part pas du même niveau,
Néanmoins, les efforts que ça demande, ce sont les mêmes partout. Parce qu'on demande à tout le monde de changer. Ça coûte cher, c'est compliqué. Les gens ne sont pas contents parce que ça va coûter cher à tout le monde. Et ça veut dire qu'en fait, l'enjeu là pour le continent, juste pour terminer. Ouais, je vous laisse. Et vous le voyez, si je prends la différence, par exemple, des choix énergétiques de la France avec l'Allemagne, qui est un pays frontalier, nous sommes interconnectés, et le continent africain, où à l'intérieur, il y a par exemple la zone de la CEDEAO, qui est elle-même interconnectée, mais ce que fait le Madagascar, ce que fait l'Afrique du Sud est en totale différence. Et bien aujourd'hui, tous ces pays-là sont face aux mêmes contraintes, parce qu'il y a des guerres énergétiques. Alors, vous dites au même niveau que l'Europe, au même niveau, je l'entends, et c'est plutôt une ambition qui s'inscrit évidemment dans le temps. Mais on peut reconnaître, vous allez me dire évidemment, si c'est le cas, le continent, lui, il doit quand même s'engager dans la décarbonisation de son économie. Ça, c'est une réalité. Oui, mais comme la France, on doit décarboner. Enfin, l'Inde, grande puissance économique, doit décarboner. Elle n'est pas au résultat attendu si on est sur une question de PIB, si c'est ça. L'enjeu, pour moi, c'est moins la décarbonation. Je crois que, franchement, on a fait le tour avec la Commission de régulation de l'énergie et dans le cadre de tous les forums et les différents moments où on rencontre le continent. Je crois que les gouvernants ont compris qu'il fallait changer quelque chose. Maintenant, ça demande, en fait, le deuxième niveau, c'est financer cette transition. Et là, on parle d'argent. Et là, on n'est plus du tout au même niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la différence de tous les investissements, quand on parle militaire, santé, éducation, l'énergie fonctionne avec des consommateurs qui payent une facture. Si vous avez une population qui vit avec moins d'$1 par jour, bah forcément, votre facture, elle ne va pas être digérée de la même manière, mais est-ce qu'un Malgache qui vit dans sa pampa n'a pas besoin autant d'électricité que moi dans Paris ? En fait, on a les mêmes besoins, donc forcément, le coût va être plus cher pour un Malgache que pour une Lova à Paris qui, par ailleurs, bénéficie d'un gros écosystème. La réalité, c'est l'écosystème. Et la politique énergétique ne peut pas se dissocier d'une politique industrielle. C'est là où peut-être, je crois que le continent africain n'a pas su... En tout cas, je parle du continent, je ne parle pas des pays, parce qu'on regarde pays par pays. Par rapport aux autres continents, on a du mal à voir quelle est la politique industrielle de l'Afrique. Mais la réalité, c'est que quand on regarde ailleurs, les Chinois rigolent un peu quand ils voient la politique industrielle des Européens. Ils disent, on ne comprend pas ce que vous faites. Donc quand je dis qu'on parle au moins le même point de départ, c'est que ces ambiguïtés-là, on peut les régler si en fait les États, de manière individuelle et parfois concertée, décident ensemble d'une politique industrielle. Alors quand je vous entends parler sur le continent africain, est-ce que décarboner le monde, africain bien sûr, relève d'un défi ou d'une nécessité géopolitique ? Moi, je pense que c'est les deux. C'est les deux ? Ouais. Ah ouais. Et je pense qu'ils peuvent relever. Pour quelle raison ? Parce qu'on est tous concernés par la planète. Donc, en fait, ce défi, il s'impose à nous, Français, à un Tunisien, à un Kényan ou à un Sud-Américain. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une meilleure planète dans la planète. Par contre, le défi, ou plutôt le challenge, ou la contrainte géopolitique, c'est quel choix stratégique sur le plan énergétique vont faire les pays de manière individuelle du continent africain. Par exemple, quand on a l'Algérie, gros exportateur de gaz, alors même qu'on dit que le gaz n'est pas l'énergie du futur, comment elle va faire sa transition économique, puisqu'on sait que son économie réside sur l'exportation du gaz. Alors que de l'autre côté, on a vu que tout ce qui est décarboné implique aussi, je vous ai dit, nous à la Crue, on ne fait pas des hydrocarbures, mais vous avez bien compris que le pétrole, ces fuels lourds, pas bons, là, ils ne sont pas bons pour la planète. Donc, quand on voit la péninsule arabique, et quand on voit l'Arabie saoudite, ou les Émirats arabes unis, gros pétroliers, que fait l'Arabie saoudite ? Ils investissent dans le nucléaire. Ils savent que dans 50 ans, le pétrole, c'est fini, ils ont fait un deuil. Ils sont très pragmatiques, ils ne sont pas à dire « voilà, on est riche de ça, on sait que c'est fini ». Donc, ils investissent vers une autre énergie. Donc, vous voyez, là, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision, on va dire, liée. Ils n'ont pas d'uranium dans leur sol. Et pour autant, aujourd'hui, ça fait partie des pays qui travaillent vers une centrale nucléaire. Alors, il faut quand même Lova Rinel, qu'on comprenne ce que c'est que décarboner. Parce que c'est vrai que vous êtes en train de m'expliquer plein de choses. La décarbonisation, c'est l'ensemble de... Je ne sais pas comment on dit alors moi. Décarbonation. Décarboniser, c'est autre chose. Décarbonisation, moi j'ai toujours entendu ça. Les deux se disent, paraît-il, je ne sais pas. Allez. Moi j'ai les deux. Décarbonation, vous avez raison, sous les yeux. Et la décarbonisation. Alors c'est les deux, est-ce qu'on peut dire Pour les moi, deux c'est décarbonation.
Bon, moi, on m'a dit que les deux se disent. Ouais. Maintenant, si vous me dites que la décarbonation... Alors, est-ce que c'est l'ensemble de quoi? De mesures qui visent à réduire considérablement, voire à éliminer la production du dioxyde de carbone, CO2? C'est quoi principalement des gaz à effet de serre? C'est quoi? J'aimerais qu'on comprenne la décarbonation, justement. L'objectif de la décarbonation, c'est éviter qu'on meure. Parce que cette planète se réchauffe, c'est le réchauffement climatique. Et ce qui fait réchauffer, en fait, la planète, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Dans les activités humaines. Dans les activités humaines. Donc là, on parle d'énergie parce que je suis là pour l'énergie. Mais en fait, on en parle aussi pour la voiture. C'est pour ça qu'on va vers les voitures électriques. On parle aussi sur l'utilisation, par exemple, des avions. Vous avez vu, les voyages, ça pose un problème, mais aussi l'industrie. Quand on parle de décarbonation de l'industrie, c'est parce qu'elle utilise des sources d'énergie qui ne sont pas compatibles avec cet enjeu climatique, mais considéré à raison vital. Et le continent africain est autant concerné par ces questions-là que ne peut l'être le continent américain ou européen. Alors, qu'est-ce qui attend là, donc, le continent africain, quand on parle d'industrie décarbonée en Afrique? C'est quoi les défis là, actuels aujourd'hui, selon vous, la spécialiste? À mon sens, c'est de ne... Alors, il y a des défis et des pièges. Défis et des pièges. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans l'urgence. Donc, le principe d'urgence, c'est que parfois, on peut agir par précipitation à cause, pour moi, des erreurs d'appréciation, mais dues à des répétitions de ces mêmes erreurs dans le débat public. Par exemple, on confond décarbonation, transition énergétique, et parfois on oppose l'énergie nucléaire qui est décarbonée avec les énergies renouvelables. Alors que ces énergies-là, renouvelables et nucléaires, ne sont pas en compétition. Elles sont complémentaires. En France, on réussit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est un continent, et ça, pour le coup, compte tenu de la démographie, compte tenu, on l'espère, de cette transformation industrielle, personne ne va vivre avec du photovoltaïque ou des éoliennes. Ouais. Ça ne suffit pas. Il nous faut une énergie, ce qu'on appelle un ruban base. Donc un ruban base, terme technique, en fait, c'est une énergie, une source de production qui est capable de produire ce niveau d'énergie minimum nécessaire à ce qu'à 2 heures du matin, si vous avez besoin d'allumer votre lumière, vous pouvez l'allumer avec le photovoltaïque qui fonctionne avec le solaire. Vous faites comment quand c'est une énergie qu'on ne peut pas stocker? Eh bien, la nuit, vous êtes bien embêté. Donc, vous utilisez aujourd'hui du thermique. Donc, en fait, vous alimentez des centrales c'est bien de nous préciser ça. À charbon. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, ce ruban base sur le continent africain, il est polluant. Mais ça l'a été le cas en France. Donc nous, on a eu le nucléaire qui, pendant très longtemps, et vous le savez très bien, c'était une énergie qui n'était pas appréciée par l'opinion publique. Et aujourd'hui, elle regagne en popularité parce qu'elle est compatible avec nos enjeux énergétiques. Moi, l'un des enjeux, c'est de faire comprendre que l'Afrique, alors, il est double. C'est de faire comprendre aux Européens, et pas que, à ces grands industriels, que l'Afrique a le droit à sa centrale nucléaire et à ses centrales nucléaires. Deuxième point, en Afrique, c'est surtout ne vous sortez pas du débat nucléaire alors que justement on est en train de le créer. Ah bah justement, les sommets africains ils s'enchaînent. Hein. Ouais. Il y en a de plus en plus sur le climat, sur l'énergie. Et très peu sur le nucléaire. Exactement, vous m'avez évidemment devancé. Et les chefs d'État, ils font des déclarations, ils ont adopté plusieurs déclarations, on l'a vu communes d'ailleurs, qui expriment le sentiment et une vraie volonté de faire avancer le continent pour qu'il soit justement un acteur central sur cette transition énergétique. Pourquoi ils sont en retard sur le nucléaire? Alors, il y a deux choses. On enchaîne les sommets et on voit évidemment... Parce que en fait... C'est un fossé cette histoire. Hein. C'est un fossé et c'est même quelque part, j'ai envie de dire, une erreur mythologique, puisque vous savez très bien dans les discours passés politiques panafricains, il demeurait l'idée que les ressources minières de l'Afrique alimentaient et enrichissaient, et d'ailleurs enrichissent toujours, les autres continents, le monde entier. C'est vrai. Et dans ces ressources minières, nous avons l'uranium, qu'on retrouve dans différents pays du continent, pas qu'en Afrique, mais entre autres en Afrique. Et étonnamment, à l'heure où nous avons besoin, effectivement, sur notre continent africain de nucléaire, il y a très peu de pays qui disent « moi, j'ai envie d'aller vers une centrale ». Néanmoins, je tiens quand même à assurer... C'est timide, hein? C'est timide. Le Ghana, aujourd'hui, a un programme nucléaire qui date de plus de 40 ans. Je le suis, je suis en lien avec les différentes instances, donc l'équivalent de la Creux ghanéenne. Ils ont un programme nucléaire, ils sont en train de travailler avec quel pays, et ça avance bien d'ailleurs. Et ça avance. Ouais. Et forcément, vous et moi, dans un temps, on a envie d'avoir des nouvelles dans 2 mois. La réalité, c'est que le temps de mise en œuvre d'une centrale nucléaire se parle en années. Et dans certains pays, quand on part de rien, c'est en décennies, puisqu'un programme nucléaire est lent, surtout quand il n'est pas accompagné. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut accélérer les choses pour 2 raisons.
on n'est plus sur les EPR, ça c'est grosses centrales, type Zaporizhzhia, centrale que je connais très bien par ailleurs, c'est l'une des plus grosses centrales. Plus grosses, hein. Donc on parle des centrales vraiment, ce qu'on appelle les EPR, et puis on parle des SMR, les Small Modular Reactors. Donc en fait, ce sont des centrales nucléaires plus petites. Plus petites, ouais. Mais qui sont en vogue, hein. Qui sont en vogue, qui commencent à arriver sur le marché. Donc, elles sont quand même récentes dans l'histoire nucléaire. C'est quelque chose qui arrivera sur le marché d'ici 5 ans. Il y a 10 ans, moi. Voilà, c'est ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Pardon ? 5-10 ans, c'est ça ? Non, 5 ans, ouais. 5 ans. 5 ans. En France, on va la voir arriver d'ici 5 ans et ça commence à pulluler parce que d'autres pays la demandent. Sur le continent africain, je crois que c'est une centrale adaptée aux besoins parce qu'elle est petite. Alors, je refais. L'EPR, c'est à peu près 2500 employés dont on a besoin. Les SMR, c'est 800. 800. Donc, 800. Donc en fait, c'est beaucoup. Mais en fait, forcément, entre 2400 et 800, vous avez forcément un effet d'échelle où vous avez moins de gens à former en urgence. Et donc, entre maintenant et dans 10 ans, vous pouvez former les 800 personnes. Alors, comment vous faites ? Parce que moi, franchement, je vous écoute avec beaucoup d'attention et on apprend pas mal de choses, hein, je dois dire, concernant évidemment le sujet et l'enjeu qui attend, l'enjeu y compris politique qu'attend le continent africain. Alors j'ai une question, moi, que beaucoup d'ailleurs peuvent se poser aujourd'hui, c'est cette histoire de menace qui pèse sur le continent africain concernant le changement climatique. Oui. Alors, et de la reconnaissance de la nécessité de réduire justement ces gaz à effet de serre. Comment ça se passe alors ? Quel est votre sentiment ? Que la menace... Ça pèse hein, sur le... Cette non, mais la menace, pèse, il la voit déjà quand on voit le nombre de sécheresses. Regardez les dégâts. La sécheresse. Donc... Enfin, l'actualité, elle est présente. Hein. C'est pour ça qu'il faut agir en urgence. Mais quand je dis que le défi, c'est de ne pas confondre précipitation et urgence, c'est le piège. C'est d'aller vers... Et moi, mon alerte, c'est ne cédons pas à ces appels de petits projets où on donnerait finalement ce qu'on appelle nous du PV, hein, c'est photovoltaïque, voilà, des petites centrales solaires, là, où finalement on est sur des nécessités de village. Et c'est quelque part un peu condescendant, c'est-à-dire que bon voilà, on va leur donner l'électricité à eux, ils ne vont pas nous embêter, alors qu'en fait, on a besoin d'une politique industrielle pour accompagner le développement. C'est-à-dire effectivement, vous pouvez désenclaver, mettre votre PV là, pour les 50 personnes qui vivent loin, excentrées. La réalité, c'est que si vous voulez dynamiser le pays, parce que la question, c'est pas que d'avoir de l'électricité, et ça ne marche pas comme ça. Il faut développer le pays. On ne peut pas les délier, c'est ce que j'essaye de dire. Et donc, ça s'accompagne d'une politique industrielle, mais aussi donc une politique urbaine. Il faut revoir l'aménagement. Il y a une personnalité qu'on connaît très bien d'ailleurs, qui est un ancien ministre français, c'est Jean-Luc Borloo. Oui, qui a travaillé beaucoup. Qui a travaillé beaucoup sur la question, justement, sur le continent africain. Oui, tout à fait. Ça a payé Malheureusement, je crois que... alors, ce qui est au bénéfice, c'est que ça a été le pionnier à avoir alerté. Ça a été le pionnier, oui. C'était le pionnier. Mais je crois qu'il a été... trop tôt, c'est toujours l'erreur des avant-gardes, c'est qu'il a tiré la sonnette d'alarme beaucoup trop tôt et que le changement climatique à ce moment-là n'était pas, on va dire, au même niveau du débat public. Ouais, même s'il a concrétisé quand même de belles actions. Oui, quelques belles actions, mais on parlait d'un continent, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Quand on parle moi je parle juste de la question nucléaire, on a quoi ? On a l'Afrique du Sud, on a l'Égypte, et l'Afrique du Sud a abandonné son programme nucléaire, essaie de l'avoir pour du charbon, on voit que c'est pas bon. Le but, c'est pas d'avoir 3 pays exemples, c'est d'avoir un continent qui vive sereinement son énergie. Un moteur commun. Et voilà, c'est ça, et avec aussi des enjeux de coûts. Et donc, le travers, c'est dire oui, on va avoir des petits financements à gauche et à droite, mais oui, mais le risque, c'est que vous allez financer à gauche et à droite sans jamais développer le pays. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je crois qu'il faut féliciter, par exemple, l'ambition du Ghana, du Congo RDC, qui travaillent vraiment sur une politique plus globale. Mais c'est des pays, en fait, qui ont déjà quelques industries déjà présentes, qui ont cette logique-là. Moi, je parle à échelle plus globale, où effectivement, il y a des enjeux industriels, je pense, sur lesquels, et quand je parlais de tournant, j'ai l'intime conviction que si le continent africain, par ses 54 pays membres, ne prennent pas maintenant le bon virage industriel, on va reperdre encore sur les 200 prochaines années, on va être encore le continent à la traîne. C'est quand je vous dis qu'on est sur les starting blocks au même niveau que l'Europe. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Maintenant. C'est maintenant. Alors justement, une question qui me taraude, que peut-être certains aussi se posent. Le numérique, c'est un allié ou pas du tout pour décarboner justement le continent africain ?
Ça dépend comment on le prend. Je vous vois mitigé, là. Oui, dans sa finalité, par exemple, si demain, effectivement, notre émission, elle est relayée par les réseaux grâce au numérique, oui. Parce que vous voyez, ce qu'on va se dire aujourd'hui ne reste pas enclavé à un ça réseau peut peut-être numérique. aider le continent africain, justement. Par contre, le coût du numérique, c'est aussi les centrales, ces gigafactories là où en fait on a des besoins en énergie pour alimenter ces serveurs qui sont néfastes pour la planète. Si on est dans des centrales effectivement thermiques, l'une des solutions c'est effectivement d'avoir les deux. Et à mon sens, encore une fois, c'est maintenant que le continent africain doit prendre le virage avec ces éléments. Le numérique, pour moi, est un des piliers. Et comment le financer ? Vous parliez de système financier tout à l'heure, mondial, avec les distributions, les grandes institutions. Comment on finance tout ça ? Alors, C'est colossal. Oui, c'est colossal. Donc, ça se fait, à mon sens, pays par pays ou peut-être région par région. Ça doit être une demande politique. C'est là où, mais c'est déjà le cas avec les sommets africains justement qui se tiennent. Alors, il y a demande politique, mais il faut qu'il y ait c'est-à-dire que demander de l'argent, c'est comme quand vous allez à votre banque. Si vous demandez de l'argent et vous ne montrez pas les garanties de paiement, jamais vous allez avoir votre prêt. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la garantie de paiement. C'est là où l'énergie, vous ne pouvez pas tricher avec l'énergie. C'est ce que j'essaye de dire. C'est que ces gouvernances qui demandent à raison des soutiens financiers doivent montrer leur capacité à avoir une meilleure gouvernance économique. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une loi de programmation qui n'existe pas sur le continent, de 20 ans voire 40 ans, c'est à peu près les délais qu'on a pour une loi qui pourrait accueillir des milliards d'euros. Un EPR, pour prendre que cet exemple, c'est à peu près 20 à 30 milliards d'euros secs pour l'implanter, un seul EPR, pour l'implanter. Quand vous dites, voilà, moi je veux 4 EPR, j'en ai besoin, 4 EPR. Ok, donc il y en a à peu près pour un peu moins de 100 milliards de dollars. Comment vous payez ? En fait, vous devez avoir une loi de programmation sur 40 ans, mais c'est la garantie de quoi ? Qu'il n'y ait pas de coup d'État, que le putschiste, il respecte les trajectoires financières. C'est là où ils ne sont pas bons. C'est qu'en fait, il y en a un qui arrive, après il démolit tout, donc en fait, le prêt bancaire, il n'arrive pas. En fait, le financier, quelque part, et c'est horrible, parce qu'il y a des sujets, on peut parler de bonne gouvernance sur d'autres sujets, dans les droits de l'homme et tout ça, mais en fait, sur la partie financière, l'orthodoxie financière du continent africain n'est pas encore au rendez-vous. Ce n'est pas impossible. Je comprends mieux. Et pas encore impossible. Et en fait, là, il faut donner les gages. Donc, en fait, il faut être capable de se projeter sur X années. Et c'est là où, en fait, le continent doit sortir un peu de ses habitudes en disant, OK, moi, je fais une loi, là, sur 40 ans, et j'engage. Et quand je parlais de modification constitutionnelle, on est presque à ce niveau-là. C'est un engagement des États à respecter ces trajectoires financières. 90% de la population mondiale se situant sous le seuil d'extrême pauvreté vivant en Afrique. D'accord, je ne vous l'apprends pas, vous le savez, subsaharienne, à horizon 2030. Alors justement, quand je vous ai attentivement écouté, vraiment, et la question que je me pose, moi, c'est tous ces enjeux qui sont géopolitiques, on est d'accord, sociaux, économiques, sur le continent africain, ils sont immenses. Alors comment faire en sorte que la pression démographique est sans comparaison sur le plan international, justement, quand on parle avec tous ces enjeux, comment se positionne justement la population africaine dans cet enjeu social, économique et géopolitique ? Alors moi, compliqué, hein ? Oui et non, mais c'est intéressant. Quand on sait qu'à horizon 2030, je vous l'ai dit, je vous ai livré un chiffre là, 90% de la population mondiale se situant donc dans le seuil de pauvreté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait un point, et merci de l'avoir fait, sur la population et sa démographie, en tout cas la démographie africaine. Vous savez qu'en Europe, on est plus en crise démographique, on parle en France de réarmement démographique. En fait, la richesse de tous les continents, c'est moins les ressources minières que les gens. Il faut former les gens. Et ça, c'est l'autre volet sur lequel les États doivent arrêter de tricher. En fait, il faut former les gens, il faut les envoyer à l'école à tout niveau. Alors évidemment, moi, dans mon monde à moi, j'ai besoin d'énergéticiens. Je tiens à préciser que moi, quand je travaille avec mon homologue ivoirien, mon homologue sénégalais, mon homologue camerounais, je ne sens aucune différence technique. Ils connaissent très bien leur sujet. Par contre, la succession... Ils sont à la pointe. Ah non, ils sont à la pointe, ils savent très bien, ils sont préoccupés, c'est des préoccupations saines. Mais en fait, le régulateur ne peut pas tout faire, il ne fait que réguler un marché compte tenu de la réalité de son marché. La réalité, c'est que l'énergie... Donc c'est bien, vous voulez nous retirer certains préjugés. Donc non, ils sont qualifiés, je vous dis tout de suite, les Africains en énergie sont qualifiés. Qu'on oublie tout de suite ce côté, ils sont qualifiés. Maintenant, il faut préserver ça. Donc en fait... Si effectivement, on n'a pas d'école d'ingénieurs là-bas directement, mais entre le moment où je dis au moment où on l'a fait, en fait, c'est plus compliqué.
Je parle sur ces nouvelles technologies industrielles liées au changement climatique, hein, parce que sur le thermique, ils les ont. Le but, c'est d'avoir effectivement des formations nucléaires, des formations sur le mix énergétique. La réalité, c'est que forcément, on risque d'avoir ce que vous traduisez, mais il n'y a pas que vous, en fait, cette trajectoire tragique. Moi, je crois que quand je vous dis c'est maintenant qu'il faut prendre le tournant, c'est maintenant qu'il faut y aller pour qu'en 2030 et en 2040, ce chiffre-là, on le démente, et je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. Mais il faut s'en donner les moyens. C'est pas utopique. Non. Non, c'est pas les utopique. 5 prochaines années vont être décisives. Ce sera probablement ma dernière question, parce qu'on me signale du côté de la régie, le réalisateur me fait signe qu'effectivement on arrive déjà au terme. C'est passionnant, au terme de cette émission. C'est passionnant, hein, vraiment ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai appris certaines choses. Alors aujourd'hui, ce sera peut-être probablement ma dernière question. L'Afrique, elle possède quand même de nombreux atouts pour maintenir une empreinte carbone faible. Vous me confirmez ça? Oui. Alors, aujourd'hui, si vous deviez résumer tout ce qu'on s'est dit, quel est le chantier principal aujourd'hui qu'il faudrait définir, avec à la fois les dirigeants, les chefs d'État et les différents gouvernants? Vaste sujet. Hein. Moi, je traduirais ça en une phrase. Hein. L'énergie, c'est la colonne vertébrale sur laquelle le développement économique repose. Donc, en fait, si vous avez un système énergétique, d'abord un programme énergétique fiable et sain, il n'y aura que un ruissellement positif. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de poser cela dans auprès des différents gouvernants qui se cherchent. Mais c'est rassurant parce qu'ils se cherchent. Il y a 5 ans, ils s'en fichaient un peu. Aujourd'hui, c'est leur préoccupation. Donc c'est là où c'est bien de nous dire ça. Non, mais c'est bien. Ouais, vraiment, c'est bien de nous dire ça. Il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est pas du tout le même état d'esprit. Je suis très positive. Hein. Il y a 5 ans, j'étais un peu déprimée. Là, non, parce qu'en fait, ils ont compris. Vous sentez que ça bouge? Ouais. Et même, quand vous disiez tout à l'heure, à raison, c'est pléthorique là, de concerts, de nations là, autour de l'énergie. C'est parce qu'en fait, les présidents le demandent. Ils cherchent à savoir comment je vais faire là, parce que je ne peux pas faire vivre ma population comme ça. Et ce point positif-là, il faut l'accompagner. Et c'est là où, en fait, peut-être l'Europe, mais elle-même se cherche. Attention, hein, aujourd'hui, c'est quand je dis, on est tous au même niveau, on est tous en train de se chercher. C'est rassurant, parce que c'est-à-dire qu'on est enfin à des niveaux de discussion égal, et moi je trouve ça intéressant. Maintenant, il faut qu'on arrive à avoir un objectif commun. Et là, compte tenu des courses peut-être géopolitiques et industrielles, c'est un peu plus compliqué, mais je ne désespère pas. Grand merci pour cette note finale. Non mais c'est vrai, il y a une note positive et merci. Lova Rinel, bravo, commissaire donc à la commission de régulation de l'énergie. Au plaisir. Au plaisir. Plaisir pour d'autres sujets autour de l'énergie sur le continent africain. Et effectivement, bonne route à vous. Merci. Écoutez, on se retrouve très bientôt. D'abord, restez fidèles à Télésud Global Africa. Et puis, on se retrouve très prochainement, ici même, sur ce même plateau, avec un autre entretien du jour et surtout une autre personnalité sur un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, on ne lâche rien. À bientôt.